Le niqab, c'est le sujet du dernier ouvrage d'Agnès de Féau. On en parle tout de suite sur Mizan TV. Restez avec nous. Bonjour Agnès de Féau, bienvenue sur Mizan TV. Très heureux de vous retrouver. Alors, vous êtes sociologue et vous êtes l'auteur de cet ouvrage intitulé Derrière le niqab et sous-titré 10 ans d'enquête sur les femmes qui ont porté et enlevé le voile intégral. Donc, un ouvrage qui est paru aux éditions Armand Collin et qui a été notamment préfacé par Olivier Roy. Alors, justement, le niqab, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre en son temps. Hein, on en parle un peu moins ces dernières années. Mais on se souvient qu'en 2010, une loi avait été votée pour interdire, alors évidemment pas officiellement interdire le niqab, mais on se rappelle que c'était dans le contexte de certaines polémiques qui avaient été médiatisées autour de cette pratique. Alors vous avez consacré 10 ans d'études et de recherches sur ce sujet. Et justement, on va avoir l'occasion d'en débattre ensemble, d'essayer de comprendre un petit peu cette pratique qui reste assez marginale, mais bon, vous allez pouvoir nous en parler, pardon. Alors Agnès de Féau, ma première question est une question peut-être un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à choisir ce sujet d'étude ? Donc, c'est un sujet qui m'intéresse depuis beaucoup plus que 10 ans. Ça fait 20 ans en fait, que j'ai été confrontée la première fois au voile intégral, c'était au Cambodge. Et ce qui m'a intéressée, c'est le paradoxe, c'est les projections qu'on fait sur les femmes qui portent le voile intégral et la réalité de ce qu'elles sont. Donc, parce que pour les avoir connues, pour avoir travaillé sur elles, donc en 2004, c'était au sein du Tablir, du mouvement Tablir, où j'ai rencontré beaucoup de femmes qui portaient le voile intégral. Je me suis rendu compte qu'elles étaient vraiment très loin de ce qu'on pouvait imaginer, qu'elles avaient beaucoup plus de libre arbitre que l'intuition populaire, que l'intuition première peut avoir sur elle. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu travailler dessus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, moi, je travaillais en Malaisie, en Indonésie, en Asie du Sud-Est. Et puis, mon directeur de recherche, Michel Veyurka, le sociologue Michel Veyurka, m'a demandé de rapatrier mon sujet en France et de faire mon enquête sur le territoire français. Donc, au départ, bon, j'étais un peu frustrée, surtout que c'était en 2008 et ce n'était pas du tout un phénomène, quoi. Enfin, on en trouvait relativement peu, c'était difficile. Elles ne voulaient pas forcément parler avec moi, elles étaient dans une démarche piétiste, elles n'avaient pas besoin de se justifier. Donc, au départ, bon, je n'étais pas enchantée, mais heureusement, enfin presque heureusement, la polémique contre le voile intégral a débuté en juin 2009, donc a été lancée comme mission parlementaire pour aboutir à la loi donc, de 2010, du 11 octobre 2010. On en reparlera justement. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à travailler sur le voile intégral en France. D'accord. Alors, est-ce qu'on sait aujourd'hui, bon, alors c'est toujours difficile de parler de chiffres pour désigner des pratiques religieuses, puisqu'il n'existe pas de statistiques religieuses, enfin référençant le nombre de pratiques. Mais est-ce qu'on a une idée, est-ce que des évaluations sont faites par les sociologues comme vous sur le nombre de personnes, de femmes qui portent le niqab en France ? Alors, c'est difficile. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus rares. C'est extrêmement difficile d'en rencontrer. Alors, à l'époque de la préparation au vote de la loi, les renseignements généraux les avaient estimés entre 200 et 2000. Donc, voilà, c'est les premiers chiffres qu'on a eus. À peu près, donc, on a eu des chiffres aussi, des verbalisations. Donc, à partir du 11 avril 2011, donc, la loi a été appliquée et les femmes qui portaient le niqab étaient passibles d'une amende de 150 €. Donc, là, on peut avoir quelques chiffres. Et donc, les chiffres que j'ai pu avoir, c'était de l'ordre de 300 verbalisations par an. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait 300 femmes, évidemment, qui le portaient, parce que certaines étaient verbalisées plusieurs fois en un an. En tout cas, on peut voir que c'est un phénomène très minoritaire, mais qui s'est amplifié après le vote de la loi. C'est-à-dire que la loi a eu l'effet inverse. Il a eu un effet incitatif. Elle a eu un effet incitatif sur le port du voile intégral. Alors, Agnès de Féau, combien de femmes avez-vous auditées au cours de cette recherche de 10 années finalement ?
Alors, à peu près 200 femmes que j'ai pu rencontrer. Je n'ai pas eu des entretiens sur la longue durée avec les 200 femmes, mais en tout cas, il y en a une centaine qui m'ont servi dans mon étude. Une centaine avec lesquelles j'ai vraiment entretenu des relations sur la durée, sur plusieurs années, avec lesquelles je suis rentrée dans l'intimité de leur vie quotidienne. Donc, une centaine à peu près de femmes qui m'ont permis de faire ce travail, mais beaucoup plus que j'ai rencontré, que ce soit à la mosquée ou dans certaines librairies musulmanes, avec qui j'ai eu un échange certes succinct, mais qui m'a quand même permis à peu près de dresser un portrait type de ces femmes. Comment vous avez réussi finalement à gagner leur confiance? Parce que c'est vrai que, bon, vous le disiez en introduction, euh, enfin, toutes les femmes qui portent le niqab ne veulent pas forcément s'exprimer, Oui, oui, oui. donc c'est un sujet délicat. Est-ce que ça a été difficile pour vous j'allais dire, de gagner leur confiance ou de les convaincre de Alors oui, ça confier c'est à une vous, très bonne, quoi? oui, oui, c'est une très bonne question parce qu'elle m'est rarement posée. Donc justement sur le rapport que j'ai entretenu avec elle. Donc celle qui le portait, mais bien avant la polémique, n'avait pas vraiment besoin de s'exprimer, surtout quand je me présentais comme sociologue, elles n'avaient pas envie de participer à une enquête. Et petit à petit, à partir du moment où la polémique est née, donc elles ont eu besoin de s'exprimer pour montrer leur bonne volonté, pour montrer qu'elles ne correspondaient pas à la caricature qui était faite d'elles. Donc ça a été plus facile. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que la loi a été votée, a été appliquée, ça a facilité mon travail d'entrer en contact avec elles. Et surtout, en fait, voilà comment je fais toujours. Donc, je les salue de la manière musulmane, je leur dis salam alaikum pour qu'elles comprennent bien que je viens de manière, dans une démarche évidemment pacifique et pas pour les insulter. Et ensuite, je leur demande toujours cette question qui m'ouvre toutes les portes. Est-ce que vous avez des problèmes avec votre niqab? Et c'est à partir par cet angle-là que je gagne leur confiance, parce qu'elles vont vouloir parler de toutes les vexations qu'elles subissent au quotidien par les gens. Et nous, c'est comme ça voilà, que la discussion commence. Et puis petit à petit, comme je m'intéresse à elles, comme elles sont contentes d'avoir quelqu'un avec qui parler, parce que souvent elles sont très isolées, elles commencent à m'inviter chez elles et puis je deviens leur intime assez rapidement. Et ça allait tellement loin que même une femme qui était après, qui est sortie donc, de cette démarche salafiste, m'a même demandé d'être son témoin de mariage. Elle s'est mariée D'accord. à la mairie après. Donc, donc oui, moi je suis vraiment contente du contact que j'ai pu établir avec ces femmes. Je me suis donné beaucoup la peine en fait d'être patient, de pouvoir répondre à au téléphone quand elles m'appelaient, quand elles étaient en difficulté, parce que j'ai pu vraiment atteindre vraiment leur intimité et leurs raisons les plus profondes de porter le niqab. C'est pour ça que j'ai toujours envie de rire quand je vois même des questionnaires pour ce genre d'études, des questionnaires à remplir pour des études quantitatives, par exemple, qui sont complètement ridicules. Quand on ne répond pas oui ou non à des sujets qui sont aussi importants, aussi profondément ancrés dans le psy. Et même un entretien d'une heure avec une personne, moi, ça me fait vraiment rire, quoi. Je me dis, Ouais. c'est impossible. Moi, c'est des heures et des heures de rush. Là aussi, quelque chose qui est très important, c'est qu'au bout des moments, évidemment, elles se méfiaient, elles n'ont pas été aussi ouvertes avec tout le monde. Qu'est-ce qui a énormément joué, c'est que au tout début de mon enquête, donc, je me suis affrontée à mes collègues, sociologues, à beaucoup de gens, à tout mon entourage qui disaient oui, oui, mais ça, c'est vraiment tes idées, mais ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que ce sont des femmes soumises qui n'ont pas le droit à avoir leur voix, enfin, qui n'ont pas de moyens de contester ce que leur mari, leur père leur impose. Enfin, voilà, on était vraiment dans des clichés post-coloniaux ou même coloniaux sur les femmes musulmanes. Donc, personne ne me croyait. Donc, j'ai trouvé que la meilleure façon de pouvoir exprimer le résultat de mes recherches était de les filmer. Donc, je les ai filmés, j'ai fait un documentaire. Donc, même vraiment, j'encourage les auditeurs à taper mon nom, par exemple, sur YouTube ou sur Vimeo pour avoir accès au documentaire que j'ai pu faire. Donc, le premier, c'était avant la loi, avant le vote de la loi, qui s'appelle Sous la burqa. Et j'ai filmé des femmes. Donc ça a été peut-être la chose la plus difficile, ça a été pour le premier documentaire, parce qu'il fallait vraiment qu'elles aient confiance que leurs propos ne soient pas déformés au montage. Et donc celles qui m'ont accordé leur confiance, je les remercie encore. Et ça m'a permis ensuite, parce que le documentaire a beaucoup circulé dans les milieux des femmes qui portaient le niqab, et donc toutes l'avaient vu après. Après, quand j'abordais une femme en niqab, je dis voilà, je suis l'auteur, la réalisatrice de ce documentaire. Donc voilà, bon, c'était beaucoup plus facile après D'accord. d'obtenir leur assentiment pour témoigner. Et donc, du coup, j'ai fait quand même 8 documentaires sur ces femmes portant le niqab. Donc, c'est des centaines de rushs, évidemment, que j'ai pu filmer de leurs propos, mais qui sont, à mon avis, une base
de travail, hein, même au niveau des archives, qui est vraiment très, très important, quoi. Je pense que ça, j'espère que quelqu'un pourra continuer à les exploiter après, parce que ça correspond vraiment à une époque où cette loi allait être votée, où les femmes se sentaient vraiment menacées dans leur intégrité et où elles ont eu envie justement d'en découdre avec les autorités et de porter le niqab par revanche ou alors par vengeance. Alors justement, Agnès de Féau, quelles ont été les conséquences de cette loi? On en a parlé rapidement, du 11 octobre 2010, qui a interdit le port du niqab en France. Est-ce que cette loi a eu des effets, disons, surprenants? Quels étaient déjà les objectifs de cette loi? Donc interdire le niqab, est-ce que ces objectifs ont été atteints par cette loi? Alors donc, à l'époque de la loi, donc c'était évidemment faire une loi, moi je l'estime populiste, hein, c'était vraiment créer un scandale ou créer une émotion au point de vue national ou sur le plan national sur un phénomène que personne n'avait jamais vu, hein, ni rencontré. Enfin bon, c'était quelque chose qui était tellement minoritaire qu'une loi était absolument disproportionnée. Enfin, faire une loi et puis faire tout un battage médiatique, parce que ça a quand même duré très longtemps, hein. Il faut rappeler que le début, enfin la commission d'enquête date de juin 2009, qui a été aidée par une déclaration de Nicolas Sarkozy, qui était président de la République à l'époque, qui avait dit le niqab n'est pas le bienvenu dans l'espace français. Donc ça a enflammé la France entière sur ce phénomène dont personne n'avait connaissance. La loi a eu pour cet effet d'avoir une audience très populaire. C'était satisfaire le français un peu, enfin le français populaire, le français moyen, qui trouvait là une bonne source d'indignation, qui pouvait s'offusquer, voilà, contre cette offense qui était faite aux femmes. Mais le problème, c'est qu'évidemment, et le pire, c'est que la commission d'enquête qui a été faite n'a auditionné qu'une seule femme qui portait le voile intégral, qui s'appelait Kenza Drieder, hein, et dont les rapports, son attestation, son témoignage a été réduit à 10 lignes, alors que les autres témoignages de gens qui n'avaient... Bon, il y a eu des chercheurs quand même qui ont été auditionnés, mais la plupart n'avaient jamais rencontré de femmes en niqab et n'avaient jamais discuté avec eux. Le pire, c'est qu'elle a été donc réduite à 10 lignes à la troisième personne, donc ce n'étaient pas des propos directs qui étaient retranscrits, contrairement aux autres, mais 10 lignes à la troisième personne. Donc, on voit bien à quel point elle a été complètement dépossédée de sa parole, hein, et on a... Déshumanisé, quoi. Comment? Déshumanisé. Déshumanisé, oui, Déshumanisé. quelque part. Oui, oui, c'était déshumanisé, puis ça a été vraiment ridicule. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, donc j'avais déjà commencé à travailler, j'ai contacté les gens de cette mission parlementaire. Je leur ai dit, voilà, moi, ça fait déjà quand même 1 an que je travaille, j'ai rencontré pas mal de femmes, j'en avais à peu près une trentaine. Est-ce que ça vous intéresse que je témoigne? Ben, ils ne m'ont pas demandé, quoi. Ils n'ont pas donné suite à ma demande. Je leur ai proposé, mais ils ont préféré interroger quelqu'un de riposte laïque. Donc, il y avait quand même des spécialistes, mais il y avait aussi des gens qui n'avaient absolument rien à voir, qui n'avaient aucune légitimité pour parler de ce phénomène. Donc, alors, on va dire que déjà, la loi est complètement biaisée. La commission d'enquête a vraiment des gros problèmes au niveau de la représentativité du sujet, hein. C'est-à-dire que, comme on peut le voir, ces femmes en niqab ont été complètement objectivées, hein. Elles n'étaient plus des sujets, mais en fait, c'est le niqab qui est devenu un sujet d'actualité. Et les femmes, on les pensait tellement objets qu'on n'a même pas pensé à recueillir leurs témoignages. Alors, cela dit, il y a quand même des femmes handicap qui sont passées sur les plateaux télévision, donc je pense à Kazan Reader, mais il y en a eu d'autres, et qui ont eu un effet paradoxal, c'est-à-dire qu'elles sont devenues des modèles, des formes d'égérie pour des femmes qui se voilaient même pas la tête, hein, qui portaient même pas le hijab, et qui ont trouvé dans la parole de ces femmes, parce que surtout Kazan Reader donc parlait très bien dans les médias, et elles ont trouvé un espèce de modèle et ont commencé à porter le niqab parce que justement c'était devenu médiatique. Donc il y a eu cet effet de mode qu'a provoqué le vote de la loi, mais surtout, franchement, ça aurait pu être une loi qui passait inaperçue. Et je pensais qu'effectivement, on pouvait imaginer qu'une loi d'interdiction de dissimulation du visage pouvait être légitime pour des raisons de sécurité, tout simplement. Mais on voit bien que ça ne marche plus, parce que là, aujourd'hui, la dissimulation du visage est devenue obligatoire. Ouais, 10 tout à ans de fait. temps, donc là, on voit bien à quel point c'était faux, qu'il n'y avait pas besoin de loi. Donc, non, ça a été complètement ridicule, ça a été complètement électoraliste, et ça a fait beaucoup de mal, non seulement aux femmes qui portaient le voile intégral, parce qu'elles ont été pour la plupart obligées de quitter la France, mais aussi pour les hommes,
pour les hommes en général, pour les musulmans en général, qui se sont sentis visés par une loi qui ne les concernait pas en plus. Combien de personnes, vous parlez de départ de femmes qui ont quitté la France, on sait combien ça représente de personnes? C'est difficile. En fait, comme je ne travaille pas du tout sur des statistiques et comme vous disiez très bien, on n'a pas ce genre de chiffres, donc D'accord. c'est difficile. Mais en tout cas, moi, je sais que mes premières enquêtées, celles qui avaient porté le voile avant la loi et même avant la polémique, la plupart sont parties. Hein. Elles sont parties soit en Angleterre. D'ailleurs, il y a eu un très bon article dans Slate sur justement ces femmes qui partent en Angleterre pour pouvoir vivre leur foi comme elles le veulent avec le voile. Et sinon, elles sont parties au Maghreb parce que leur mari pouvait être originaire de là-bas. Et bon, et après, on va avoir le phénomène de radicalisation, hein, dans le mauvais sens du terme, donc de femmes, et souvent des femmes converties qui vont choisir de partir en Syrie parce qu'elles ne peuvent plus supporter d'être insultées, elles vont se radicaliser par rapport à l'accueil qu'elles reçoivent, les objections qu'elles reçoivent et surtout la violence en fait qu'elles vont subir par rapport à leur costume. Alors, est-ce que la loi du 11 octobre 2010 a dopé la pratique, a ralenti cette pratique du port du niqab en l'entravant d'une certaine manière, ou est-ce qu'elle l'a dopé? Donc en fait, elle l'a complètement dopé, hein, elle a eu un effet incitatif, elle a incité des femmes qui ne portaient même pas le voile avant la loi à porter le niqab. Donc c'est assez D'accord. drôle parce que moi j'ai vraiment pu. Et donc c'est la loi, mais c'est surtout l'effet médiatique. Hein. C'est surtout la façon dont la loi a été médiatisée. Elle a donné lieu à des débats sur des plateaux de télé. On a entendu énormément de choses. Beaucoup de personnes se sont déversées, ce qu'on appelle justement un sujet chaud en sociologie. C'est où tout le monde a eu droit à prendre position. Les gens ont eu besoin de condamner alors qu'ils n'avaient jamais rencontré une seule femme en niqab. Personne, évidemment, ne les a défendus, personne n'a dit que c'était leur libre arbitre, parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant, au lieu de les écouter, de savoir pourquoi elles le portaient, parce que les raisons qu'elles donnent sont vraiment intéressantes. Et je pense qu'une société démocratique devrait écouter ce genre de manifestation de l'individualité. C'est une manifestation qui est... voilà, il faut donner toujours le bénéfice du doute à la personne et pas la condamner a priori sans jamais les entendre parler. Enfin bref, donc tout ça pour dire que pendant toute cette période-là, la condamnation a été telle que des femmes, souvent des électrons libres, hein, on peut dire qu'ils n'étaient pas du tout dans une mouvance salafiste ou dans une mouvance, enfin je veux dire salafiste, elles se rattachaient à ce courant, au minhaj salafi, comme courant idéologique ou courant identitaire, mais elles n'en faisaient pas partie vraiment. C'est-à-dire que c'était une association. Un slogan, quoi. C'était plus un slogan. C'était plus un slogan, tout à fait, c'est plus un slogan, et elles se sont elles-mêmes affiliées à cette idée plutôt que d'en faire vraiment partie. C'était pas du tout la même chose avec le tablier. Le tablier, on peut dire que les femmes du tablier qui portaient aussi le voile intégral avant le passage de la loi, qui l'ont enlevé, parce que justement dans leur principe de cohésion sociale, hein, de ne pas s'affronter à la population, hein, à la majorité. Donc, les femmes ont préféré l'enlever. Mais sinon, bon, on peut dire qu'une femme qui appartient au tablir, donc elle doit assister à des talim, à des réunions, elle doit partir aussi faire des... Voilà, donc il y a quand même un investissement, alors que les femmes salafistes qui se disent salafistes, elles n'ont pas du tout ce devoir, en fait, d'investissement personnel. Et donc, en fait, on peut dire que c'est des femmes qui étaient juste associées à cette idée et qui se sont mis à porter le niqab parce que, justement, il était contesté par la population française. En fait, on peut se dire que la loi d'interdiction, pour répondre à votre question, la loi d'interdiction a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il a provoqué sa propre transgression. Mais c'est quand même étonnant parce que qu'est-ce qui explique que des femmes, en voyant la médiatisation du niqab, en voyant qu'il y a une loi, finalement se disent bah, tiens, moi aussi je veux le mettre. C'est quoi en fait qui explique ça? Parce que c'est quand même une pratique qui n'est pas anodine. Qui a des effets, qui a des effets importants dans la vie des femmes qui le portent. Donc, c'est quoi? C'est la stigmatisation? C'est oui, quoi qui provoque ça alors, en fait? il y a plusieurs causes. D'abord, ça a été évidemment au bout d'un moment, c'est ce qu'elles disent. Hein. Moi, je vais vous donner les exemples de ce qu'elles disent. Elles disent voilà, quand j'ai entendu parler du niqab, je ne connaissais même pas cette coutume, hein, du voilement du visage, mais ça m'a vraiment donné envie. Alors, je me suis renseignée, je suis allée sur les sites internet et ça m'a donné envie. J'en ai acheté un, je l'ai essayé, je me suis sentie bien dedans. Parce qu'il faut dire que le niqab procure à la femme qui le porte, parce que moi, je l'ai porté en Asie du Sud-Est,
parce que les femmes, justement, quand je faisais mes terrains dans le tablier, m'avaient proposé de le mettre, donc j'ai tout à fait accepté. Et c'est vrai que ça procure une sensation de supériorité. Alors, contrairement à tout ce que les gens peuvent dire, on n'a pas du tout la sensation d'être soumise en dessous, mais plutôt de dominer la situation, parce qu'on peut voir la société, on peut voir tout le monde, mais les gens ne peuvent pas vous voir. Donc, vous échappez au contrôle social. Donc, ça donne une espèce de jubilation, hein, une forte jouissance presque de le porter. Donc, et c'est vrai que quand on a des femmes qui sont soumises justement au diktat de la beauté, qui sont peut-être qui peuvent avoir des complexes physiques parce qu'elles ne correspondent pas aux normes qui sont demandées dans la société, on peut se dire, voilà, le niqab, c'est une belle porte de sortie parce que non seulement, bon, elles évitent d'être regardées et d'être chosifiées par le regard de l'autre, mais en plus, elles s'exhibent, enfin, elles se montrent comme des femmes très pieuses. Et Mais donc, elles sont regardées, parce que vous dites, alors, vous dites elles échappent au regard, elles ne sont pas regardées. Mais en fait, si, enfin, elles sont regardées à travers le niqab, parce que le niqab dissimule leur visage, voilà, mais bien elles sûr. sont quand même, elles sont l'objet de tous les regards. Exactement. Donc, vous avez très bien résumé. Donc, elles échappent au regard par rapport aux normes de la beauté, parce qu'il faut aussi souligner que beaucoup de ces femmes ont fait des formations d'esthéticiennes, étaient esthéticiennes au départ, ou alors voulaient devenir mannequins. Elles étaient quand même dans une logique. Il faut vraiment aussi rappeler que les femmes sont toutes nées en France, ou alors elles sont arrivées en France très jeunes. Donc, elles ont fait leur scolarité dans les écoles de la République, elles ont vraiment hérité du concept de laïcité, enfin de tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est à partir d'un certain moment, donc beaucoup voulaient absolument ressembler aux femmes des magazines. C'est un peu des victimes de cette presse féminine extrêmement difficile. Alors, juste après, il ne faut pas que je l'oublie parce que je me suis souvenue d'une parole d'une de ces femmes qui était vraiment très, très embrigadée, on peut dire, dans ce diktat de la beauté et qui voulait faire carrière en tant que mannequin, mais évidemment, elle n'avait pas le physique pour. Et à partir du moment où elle est devenue salafiste, elle est devenue très rigoriste et sa fille a été placée. Donc ça aussi, c'est un autre problème, mais on n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui. Donc souvent, les filles ou les enfants de ces femmes appartenant à la mouvance salafiste ont été placés, hein, ont été retirés à la garde de leurs parents. Et donc l'assistante sociale lui faisait remarquer qu'elle ne jouait pas à des jeux convenables parce qu'elle jouait à la dinette. Et elle voulait lui absolument qu'elle joue aux poupées Barbie. Donc elle ne disait pas poupée Barbie, cette femme, Naïma, donc qui s'appelle Naïma, qui est développée dans le livre, mais elle appelait ça les prostituées en plastique. Donc elle était passée d'un monde de superficialité où elle voulait ressembler justement aux Barbie, aux poupées Barbie, c'était son rêve, à ce jugement très négatif de prostituées en plastique. Ben, c'est un petit peu tout le problème, toute la problématique de ces femmes, c'est-à-dire qu'elles sont passées d'un monde de superficialité où justement elles voulaient s'exhiber. Beaucoup ont vraiment des parcours très chaotiques, hein, on pourrait dire pas forcément idéaux d'un point de vue religieux. Je veux dire qu'il y a des motivations psychologiques, il y a des facteurs psychologiques qui rentrent en ligne de compte dans ce Évidemment, bien choix-là. sûr. Ça n'est pas seulement religieux, bien sûr, parce qu'il y a un moment donné où elles veulent revenir sur leur passé, qu'elles veulent, c'est un petit peu comme se racheter une virginité. Je me souviens d'une psychanalyste qui avait dit, en fait, le voile noir, ce niqab, c'est une façon pour elles de réécrire leur histoire sur une page blanche. D'accord. Donc, C'est une tabula rasa. C'est tabula voilà, rasa. tabula rasa, voilà. Et on redémarre à zéro, elles redémarrent. Donc, vous voyez, ça leur apporte beaucoup d'avantages. Et elles vont être vues, mais plus du tout pour leur physique charnel, on va dire, mais pour leur physique spirituelle. Et on pourra les voir comme des femmes qui font le sacrifice de leur beauté, qui font justement un effort très difficile, hein, de se cacher le visage, mais pour Dieu et pour... mais vous voyez, et c'est là où je suis contente d'avoir fait ces enquêtes sur le long terme avec elles, sur 10 ans, et de les avoir rencontrées. Mais il y en a même que je connais depuis le début, hein. Ça fait même plus de 12 ans déjà que je les fréquente. Et la chose la plus importante pour moi, ça a été justement de me défaire aussi de leur discours, leur premier discours, parce qu'elles vont toujours dire, ouais, je le fais pour Dieu, je le fais pour plaire à Dieu, moi je suis très religieuse, et puis voir un petit peu ce qu'elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes, les raisons psychologiques qui les font agir comme ça, parce que je pense qu'il y a vraiment de tout. Et c'est quand même dommage de les avoir limitées à cette dimension radicale, hein,
et d'avoir fait l'impasse sur des raisons psychologiques qui devraient être entendues dans une démocratie. Parce qu'en fait, ce qu'elle soulève, les problèmes qu'elle soulève, c'est des problèmes que tout le monde devrait se poser. Quand on voit que, là, il y a eu un article très bien sur Mediapart sur les contrôles de virginité, là, les attestations de virginité. Donc, la journaliste disait qu'il y a quand même 300 000 viols par an en France. Enfin, c'est quand même complètement incroyable. Et donc, beaucoup de ces femmes ont souffert donc d'abus sexuels, et qu'on n'imagine pas que ça puisse être une protection ou ça puisse être une espèce de riposte par rapport à des femmes qui ne sont pas protégées en France, parce que toutes ces femmes qui ont été victimes d'abus sexuels ont vu leurs plaintes rejetées, leurs plaintes classées, donc n'ont pas obtenu réparation par la justice. Et à partir d'un moment, elles décident de fermer tout contact avec l'extérieur comme une espèce de défiance. Moi, franchement, je pense qu'il vaudrait mieux les écouter plutôt que de les condamner et de les verbaliser. Vous faites référence à la loi, à un des articles, une des dispositions de la loi sur dite sur le séparatisme, Voilà, en fait, confortant les principes républicains, pour reprendre l'appellation exactement. officielle. Ouais. Et surtout que ce séparatisme, si vraiment séparatisme il y avait, c'est quand même les gouvernements précédents qui l'ont créé, parce que qu'on remonte à la loi 2004 sur le voile à l'école, plus cette loi, tout a été fait pour inciter les musulmans et les musulmanes à créer leurs propres structures, à créer leurs propres écoles confessionnelles, et donc à créer leur propre séparation. Mais c'est parce que aussi ils n'ont pas été acceptés comme citoyens ordinaires, quoi. Alors, est-ce que vous avez dressé une sorte de typologie du parcours de ces femmes que vous avez rencontrées et avec lesquelles que vous avez accompagnées pendant au moins une dizaine d'années? Est-ce que vous avez dressé une typologie de ces femmes? Est-ce qu'il y a un profil ou plusieurs profils qui définissent justement ces trajectoires et qui permettent de comprendre un peu ce phénomène? Bien sûr. Alors, déjà, on avait dit, il y a une première différence qu'il faut faire, c'est celles qui l'ont porté avant la loi et celles qui l'ont porté après la loi. Donc là, on a vraiment deux profils complètement différents, puisque celles qui l'ont porté étaient vraiment dans une démarche religieuse, piétiste, elles apprenaient le Coran, elles allaient à des cours de religion, elles avaient des liens sociaux. Par exemple, je me souviens de femmes qui même donnaient des cours d'arabe à la mosquée. Donc, on avait vraiment cette implication dans la société. Et celles qui l'ont porté après la loi, qui vont venir de profils complètement différents, un petit peu comme les femmes qui ont pu rejoindre après la Syrie, mais je ne les mélange pas du tout, évidemment, mais elles viennent de la petite bourgeoisie française, avec une surreprésentation des convertis à l'islam. Donc moi, je les estime presque à la moitié, en tout cas dans les femmes de mon échantillon, ces femmes converties qui vont porter le niqab après la loi, donc, on situe presque la moitié. Alors, c'est énorme, évidemment, la proportion, puisqu'on estime que les convertis à l'islam en France représentent moins de 1%, moins entre 1 et 2%. Donc, vous voyez, de passer de 1% à 50%, c'est quand même énorme. Donc, et on va voir que, il y en a certaines qui peuvent venir de banlieues du nord de Paris, des banlieues de Toulouse. J'ai beaucoup travaillé aussi à Toulouse ou à Marseille. Donc, évidemment, donc là, la banlieue sera privilégiée, mais on va avoir aussi des femmes qui viennent de la banlieue pavillonnaire, qui ne vont pas du tout être dans cette image de population défavorisée. Je suis comme tout le monde, je porte les caddies des vieilles dames dans le métro, je laisse ma place dans le métro. Mes parents sont pas je suis pas du tout une culture arabe, on me dit oui, tu mets ça parce que tu es soumise. Je suis pas mariée, donc on peut pas dire que c'est mon mari qui m'a forcé à le mettre. Voilà, je me sens mieux comme ça. Alors, et là, dans ces femmes-là, on va avoir trois grandes types. Ça va être d'abord celles qui n'ont pas eu d'aventure, qui n'ont jamais eu une vie maritale et qui vont chercher un espèce de prince charmant salafiste, l'homme barbu, qui va à la mosquée, qui porte le camis, qui exhibe vraiment fièrement ses attributs musulmans. Donc ça aussi, ça fait beaucoup rêver certaines jeunes filles. Et elles vont penser qu'en mettant le niqab, elles vont pouvoir rencontrer ce type d'homme. Donc, celles-là, elles sont dans un modèle idéal. Il y a beaucoup, alors là, les femmes converties sont surreprésentées aussi dans cette catégorie. Et très souvent, elles vivent avec leurs parents. Alors justement, Agnès de Féau, ces femmes dont vous parlez, est-ce qu'elles aboutissent à cette pratique du port du niqab parce que leur porte d'entrée à l'islam, ça aurait été le salafisme, par exemple, ou la Jamaat Tabligh que vous évoquiez, etc., donc des courants religieux particuliers, ou bien est-ce que
leur motivation psychologique qu'on a évoquée tout à l'heure, que ce soit une réponse à l'hypersexualisation de la société française notamment, ou des motivations personnelles d'un autre registre, est-ce que ce serait ces motivations qui les orienteraient finalement à aller plutôt dans ce courant-là? Donc là, en fait, c'est un petit peu toutes ces raisons-là ensemble, hein, c'est-à-dire qu'elles vont être plus ou moins prononcées. C'est difficile de vous donner une seule raison, évidemment. Donc, il va y avoir tous ces paramètres qui vont faire qu'une femme va être en recherche de cette visibilité religieuse qui va les montrer dans l'espace public comme des femmes très piétistes, très rigoristes, et ainsi être, voilà, comment on pourrait dire, être sur le marché très concurrentiel marital religieux, donc qui vont avoir une belle place, et comme ça, elles espèrent pour pouvoir retrouver facilement un époux. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est qu'en général, les femmes qui commencent à porter le niqab de la deuxième génération, hein, celles qui l'ont porté après la loi, sont célibataires, souffrent énormément de solitude, recherchent l'âme sœur par tous les moyens. Donc, on a dit que la première catégorie, on peut dire, c'est celles qui n'ont jamais eu de vie maritale. Donc, je sais pas, celles de 16 ans, il y en avait certaines qui étaient très jeunes, hein, entre 14, 15 ans, jusqu'à 20 ans, la vingtaine. Et donc, elles cherchent voilà, l'histoire d'amour parfaite avec un homme qui est très pieux et avec qui elles vont pouvoir fonder un foyer musulman, honnête, tout ce qui est de bien. Mais je fais juste une parenthèse, donc ça montre aussi, moi, toutes les intentions que j'ai vues au départ, c'est des intentions de cet ordre-là, très moralisatrices, des intentions morales. Et donc, c'est quand même terrible de voir, et chez les hommes, c'est la même chose. En général, quand ils se réislamisent, quand ils reviennent à leur religion, c'est pour se bonifier, pour revenir, pour faire aussi une tabula rasa, de revenir à quelque chose, de recommencer leur vie à zéro. Et donc, c'est quand même terrible que ces personnes-là soient insultées, soient critiquées. Enfin, c'est vraiment un non-sens. Je fais de mal à personne, je n'agresse personne, je ne critique personne. Je veux du mal à personne, je leur veux que du bien. J'aime tout le monde, hein, j'aime tous les gens, même ceux qui m'insultent, ça m'arrive de les aimer, je leur pardonne. Parce que Dieu dans le Coran, il dit pardonne et oublie. Parce qu'en général, quand on veut comme ça s'exhiber comme des parfaits religieux, c'est qu'on veut justement changer avec son passé. Bon, enfin voilà, c'était juste une... Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction entre justement cette volonté de se manifester qui pourrait être désignée comme une forme d'ostentation finalement, une forme de visibilité, avec l'exigence de pudeur qui souvent justifie de manière générale la pratique du voile, quelle que soit la forme du voile, et on aurait envie de dire a fortiori, à plus forte raison, cette forme qui est souvent présentée comme puritaine du niqab. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction? Est-ce que les femmes qui le portent ne le vivent pas comme tel? Je vais répondre à votre question juste après, parce que je voulais faire finir les trois catégories. D'accord, oui. Et après, on va reprendre, parce que ça, c'est vraiment une très bonne question. Parce qu'effectivement, et c'est là qu'on peut parler de néo-niqab plutôt que de niqab, parce que c'est un niqab réinventé. Et les femmes qui vont le porter ne le font pas du tout pour les raisons qu'elles pensent être, qu'elles pensent... c'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans une logique de revendication, ce qui n'est pas normal de la part d'une femme rigoriste. Et donc, elles vont, par exemple, tenir tête à des policiers dans la rue, elles vont revendiquer haut et fort. Et donc, le modèle le plus prégnant, c'était Kenza Reader, donc qui va passer sur les plateaux télé, qui est vraiment un franc-parler, qui va revendiquer le droit de le porter. Donc, c'est ça qui est intéressant, enfin, en tout cas, qui m'a beaucoup intéressé pour moi, c'est-à-dire comment est-ce qu'un objet, donc l'objet niqab, va être utilisé pour défendre le droit des musulmans en général de manifester. Donc, ce sont des femmes fortes. Ce sont des femmes fortes oui. Avec un fort caractère, quoi. Avec un fort caractère. Et donc, non seulement, c'est toujours ce que j'ai dit, les gens disaient de Flour, c'est des femmes soumises. Je dis non seulement elles ne sont pas soumises, mais elles sont vraiment insoumises. C'est-à-dire qu'elles refusent absolument de se soumettre à la loi et au contraire de contester la loi et d'aller à l'encontre. Elles étaient vraiment capables de tenir tête à des passants qui les insultaient dans la rue. Elles ne baissaient pas la tête, elles ne se laissaient pas faire. Alors, ça dépend, parce qu'il y en a évidemment, en fonction du monde, en fonction des personnes qui pouvaient les insulter. Donc, il y en avait certaines qui, évidemment, préféraient fuir plutôt que de contester. Alors, mais je voudrais revenir sur la typologie, parce que c'est important de voir que les femmes, en général, qui portent le voile intégral, en tout cas
de manière non traditionnelle, hein, parce que le voile intégral en France n'est pas porté de manière traditionnelle, contrairement aux pays musulmans où il est d'usage comme dans la péninsule arabique ou le sous-continent indien, notamment le Pakistan, l'Afghanistan, le nord de l'Inde. Donc les femmes qui le portent de manière non traditionnelle le font pour, en général, se bonifier et le faire pour leur apparence. Et c'est pour ça que j'ai été toujours étonnée de voir la différence qu'il y avait entre leur investissement vestimentaire et leur investissement dans la connaissance. Et très souvent, c'est un peu inversement proportionnel. Et donc, des simples femmes voilées vont me paraître beaucoup plus assidues dans l'apprentissage, dans l'étude des textes religieux qu'une femme en voile intégral. Moi, j'en ai rencontré beaucoup qui ne savaient même pas déchiffrer l'arabe. Et il y en avait même une, je me souviens, on était dans une mosquée, puis elle apprenait les versets du Coran qui sont nécessaires à la prière, mais ça faisait quand même des années qu'elle portait le niqab et elle les apprenait en version phonétique. Donc, elle n'était pas capable de déchiffrer l'arabe. Et je lui avais dit, mais quand même, c'est dommage que tu n'aies pas accès au texte arabe direct, surtout que l'arabe du Coran est quand même facile à lire, puisqu'il y a les voyelles. Donc, elle disait, non, moi, je ne suis pas... Enfin, donc, pourtant, c'était quand même des femmes jeunes qui étaient capables. Enfin, ce n'était pas des personnes âgées. Alors, donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien souligner. C'est leur peu d'investissement qu'elles font dans l'apprentissage religieux. Et aussi le fait qu'elles cherchent un partenaire masculin idéal. Alors, on a vu la première catégorie qui n'ont jamais eu vraiment d'expérience amoureuse, mais la deuxième catégorie qui est beaucoup plus représentée chez les femmes qui portent le niqab, qui est celles qui ont été déçues. En fait, moi j'appelais ça les écorchées vives, qui ont eu des expériences, mais vraiment terribles avec des hommes donc, qui ont pu être d'origine musulmane, mais qui étaient des repris de justice, beaucoup de dealers, beaucoup de trafiquants de drogue qui ont fait la prison et qui leur ont fait vraiment vivre un cauchemar, vraiment vivre l'enfer. Mais c'est aussi parce qu'elles étaient attirées par ce type d'hommes, hein, qui étaient, certaines même ont fait des mariages alors qu'ils étaient encore en prison. Donc on a des femmes aussi qui sont en recherche de bad boys, enfin de cette image de l'homme. De l'homme viril, de l'homme fort. Voilà, l'homme viril, voilà, c'est ça. Qui impose sa volonté, quoi. Voilà. Mais ces femmes-là aussi vont. Alors, c'est pour ça, c'est ça qui est paradoxal, parce qu'elles sont à la fois très dominatrices, hein, elles savent ce qu'elles veulent, et puis elles vont être à la recherche d'hommes qui sont comme elles. Et donc, elles disent, oui, c'est pour ça qu'il y a toujours des clashs. Donc, c'est des mariages qui vont très peu durer, mais en tout cas, qui les ont laissés, qui les ont blessés longtemps. Et elles vont tomber aussi, donc elles vont faire des enfants avec ces hommes-là, qui vont les laisser tomber souvent quand elles sont enceintes. Donc, elles se retrouvent avec 2 ou 3 enfants. Et c'est ces femmes-là dont on parlait en disant qu'elles voulaient se racheter une virginité, recommencer à zéro, alors qu'elles ont déjà 2 ou 3 enfants, des fois de 2 ou 3 pères différents. Enfin, vous voyez, donc c'est vraiment c'est pas le top, hein, pour faire un mariage religieux. Donc, elles espèrent comme ça être en meilleure posture pour trouver un mari sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est des femmes quand même qui passent par les réseaux sociaux comme muslima.com. Et donc ce voile intégral apportait une forme de crédit sur leur intention. C'est une manière de se hisser rapidement et j'allais dire, c'est une erreur ce que j'allais dire à peu de frais, mais c'est pas à peu de frais justement. En tous les cas, dans la difficulté de cette pratique-là, mais en tous les cas, au niveau des exigences, vous l'évoquiez tout à l'heure, du travail, de l'enseignement, etc. C'est une manière de se hisser rapidement, étant donné leur situation familiale difficile, sur l'échelle des femmes qui souhaitent refonder une famille, quoi. C'est ça? Voilà, c'est ça. Mais quand même, je voudrais insister sur le fait, parce qu'on pourrait croire, que j'analyse la question d'un point de vue seulement psychologique et je leur donne pas beaucoup de crédit religieux, mais j'ai toujours perçu chez elles une forme une sincérité certaine. Hein, c'est-à-dire que ce ne sont pas des hypocrites. Hein, elles sont sincères dans leur démarche. Elles veulent vraiment, vraiment revenir à la religion, même si, de mon point de vue, je trouve que leur investissement dans l'apprentissage peut-être est un peu léger, mais en tout cas, c'est juste un point de vue. Mais en tout cas, elles sont persuadées de faire quelque chose de bien, de s'approcher de Dieu. Elles vont acheter des livres, surtout en français, mais en tout cas, elles sont vraiment dans une démarche de s'améliorer au niveau de leur comportement. Alors, donc on est dans ce schéma-là. Et alors après, il y avait aussi une autre catégorie de femmes qui ne sont plus, qui ont dépassé un certain âge, et qui n'arrivent plus, elles aussi, à trouver des maris qui sont divorcés et qui vont avoir envie, pareil, de trouver un partenaire. Bon, vous voyez, moi, je pense que cette démarche, alors,
ça aussi, c'est paradoxal. Parce que moi, j'ai passé des années et des années de dire non, elles ne sont pas soumises à un homme, puisqu'elles sont, pour la plupart du temps, célibataires. Au contraire, elles sont à la recherche d'un homme. Et vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'est pas obsédées aussi par une relation. Enfin, c'est vrai qu'elles sont quelque part obsédées par les hommes. Elles veulent absolument trouver le partenaire idéal. Elles y pensent tout le temps. Mais c'est vraiment quelque chose qui les fait souffrir. Donc, c'est le facteur marital. C'est le facteur marital qui est déterminant dans les motivations derrière cette pratique du port du niqab. C'est bien ça? Quelque part, oui, quelque part. Chez celles qui l'ont porté après. Donc, il y avait la revanche par rapport à la loi, mais il y avait aussi le fait de fonder une famille. Parce que ce n'est pas évident. Vous savez, chez les musulmanes, beaucoup de musulmanes cherchent justement un homme qui va être assez pieux, assez sérieux pour pouvoir fonder une famille sérieuse. Et je sais que beaucoup de femmes souffrent de ne pas trouver. C'est vraiment quelque chose qui est assez difficile. Et donc, ça a pu les inciter aussi à porter le niqab. Et ça les a d'autant plus incités que le battage médiatique les faisait passer pour des femmes hors la loi. Et ça aussi, ça a pu peser dans leur choix de se dire, voilà, je vais être une héroïne peut-être négative, mais en tout cas, je vais pouvoir montrer une piété héroïque à mon futur mari et montrer voilà, que je ne fais aucun compromis avec ce qu'on me dit de faire. Dire, c'est ce qu'elle dit, elle dit, voilà, personne ne me dit comment je dois m'habiller. Et alors, c'est drôle parce qu'elles vont reprendre un discours féministe qui va être évidemment refusé par les mêmes féministes, qui va leur refuser ce discours, sauf quelques-unes, comme Christine Delphi, donc, qui est une féministe vraiment géniale, très, très intéressante, qui connaît le terrain, qui a rencontré des femmes voilées, surtout, enfin, je ne sais pas si elle a rencontré des femmes handicapées, mais qui a tout de suite compris la problématique, parce que ces femmes vont dire, mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux, je fais ce que je veux, je couvre ce que je veux de mon corps, personne n'a à me dire comment je dois m'habiller. Je suis libre, je fais ce que je veux, je touche à personne, je ne fais pas de mal aux gens. C'est peut-être une prison au regard des autres, mais en réalité, je ne me suis jamais sentie de toute ma vie aussi libre. Alors mes parents, ils ne savent pas que je porte le sitar, ils savent que je porte le djilbab, le grand voile. Surtout que mes parents, c'est vraiment des gens athées, qui comprennent, qui n'aiment pas la religion, ma mère, c'est une féministe à 200%. Mon père, ils occupent des postes assez hauts dans la société, architecte, donc c'est des gens très cultivés, qui ont voyagé partout, qui connaissent beaucoup d'hommes politiques, etc. Ils savent que les choix, je les fais pour moi, ils savent que j'ai un fort caractère et que je sais ce que je veux. Et pour eux, ce qui importe, c'est que je sois heureuse. Et donc, voilà, on a des femmes qui sont libertaires, qui ont leur franc-parler, qui sont dominatrices, mais qui sont blessées aussi par d'autres choses qui peuvent être... Vous voyez à quel point le sujet est compliqué. D'accord. On peut se dire, voilà, je ne peux pas vous donner une réponse unique à vos questions, malheureusement. Sur la centaine de femmes que vous avez rencontrées, suivies, combien portent toujours le niqab? Combien ne le portent plus? Est-ce que cette différence, vous l'attribuez à ce que vous disiez tout à l'heure entre les femmes qui l'ont porté après la loi et celles qui le portaient déjà avant, en sachant que des femmes peuvent aujourd'hui le porter sans être dans la dynamique médiatique de cette loi, parce qu'elle remonte à 2010, ça fait déjà 10 ans. Alors, très bonne question. Donc, alors déjà, évidemment, dans la centaine de femmes, j'en ai beaucoup perdu. J'ai beaucoup perdu ces femmes. Donc, en général, c'est des femmes qui pouvaient complètement changer de vie après. Et ce qu'elles faisaient quand elles changent de vie, c'est qu'elles changent de mail, changent de téléphone. Et donc, voilà, c'était fini. Donc ça, évidemment, j'en ai perdu en 10 ans beaucoup. Et celles que je connais encore l'ont enlevé en général parce qu'elles ne supportaient plus la violence qu'ils suscitaient. Donc, donc, dans celles qui l'ont enlevé, il y en a certaines qui sont même sorties de l'islam et qui ont choisi de faire autre chose, qui se sont même converties à d'autres religions, alors d'autres spiritualités. Moi, je donne toujours l'exemple d'une des femmes handicapées que je trouve la plus intéressante, la plus touchante, qui s'appelle, donc dans mon livre, qui s'appelle Alexia, que j'ai beaucoup suivi, et c'est elle qui m'a demandé justement d'être son témoin de mariage et qui est devenue chamane, en fait. Vous voyez, qui est passée du salafisme, qui était dans le mouvement Force Analysa, donc qui était vraiment très, très... qui se montrait sans compromis avec la société. Et aujourd'hui, elle se dit chamane, donc elle a la communication avec les animaux, donc elle est passée en passant par le spiritisme. Donc, on voit bien qu'il y avait vraiment une demande de spiritualité. Donc, il y a ces femmes qui ont pu changer complètement. Il y a les femmes
qui sont dans la blessure aussi, dans la déception d'avoir été obligées d'enlever le niqab à cause de la pression sociale, mais qui là peuvent se rattraper avec le masque chirurgical. Donc, ils trouvent dans le masque chirurgical, surtout quand il est en tissu noir, un semblant de niqab. Et donc là, on voit bien toute l'hypocrisie française, parce que ça ne pose aucun problème, évidemment, de se cacher le visage. Et donc, pour celles qui l'avaient porté avant la loi, en général, c'est celles qui l'ont enlevé assez rapidement, qui ont porté là le masque chirurgical assez vite, pour ne pas s'affronter aux policiers. Donc ça, c'était les plus raisonnables, on va dire. C'était les plus sages, c'était les plus pudiques, comme vous disiez. Elles n'ont pas essayé de revendiquer, même si elles étaient opposées évidemment à la loi, mais elles n'ont pas fait un moteur de revendication dans l'espace public. Est-ce que l'âge... Oui, oui, pardon, sauf Kenza Reader, justement, qui, elle, a beaucoup milité et qui le portait depuis très longtemps. Donc ça, oui, j'avais oublié. Est-ce que l'âge, comment dire, au moment duquel les femmes ont décidé de porter ce niqab est un facteur qui peut expliquer, par exemple, si vous avez cité des âges, enfin vous avez évoqué des âges qui étaient très jeunes parfois, à l'adolescence, est-ce que est-ce que ces femmes qui le retirent ensuite correspondent généralement à des femmes qui l'avaient porté très jeunes ou pas, ou est-ce qu'on peut aussi voir des femmes qui l'avaient porté à un âge plus avancé Est-ce que l'âge est une variable là-dedans? Dans le retrait du... Alors oui. Dans le retrait ou pas, voilà. Oui, dans le retrait ou pas. Donc, oui, évidemment l'âge, mais ça va être la raison, parce que c'est vrai que ces femmes qui le portent, alors qu'elles habitent chez leurs parents, qui le portent en cachette, par exemple, qui viennent de milieux qui peuvent même être islamophobes. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de femmes qui se sont converties à l'islam et qui me disaient, voilà, mes parents étaient islamophobes, le sont toujours. Donc, c'est aussi intéressant de voir cette espèce de réaction par rapport au milieu familial. Donc, ne serait-ce que dans la conversion à l'islam, mais aussi dans le port du niqab ou alors même du djilbab, dans le départ en Syrie, même si vraiment je reste très très prudente, je ne veux pas du tout faire un lien entre le port du niqab et les femmes qui sont parties en Syrie, même s'il existe, puisque les femmes qui sont parties en Syrie, qui ont porté le niqab, qui ont fait un mariage par exemple sur Facebook avec un combattant là-bas, avaient commencé à porter le niqab après le vote de la loi. Donc on voit bien à chaque fois le lien qu'il y a, enfin en tout cas il y a eu un lien indéniable. Mais tout ça pour dire que ces femmes-là qui sont aujourd'hui dans les camps de prisonniers, beaucoup venaient de familles bourgeoises, de familles françaises. Donc c'est une rupture psychologique, enfin c'est une volonté de rupture avec la société. Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est cette volonté-là qui dicte le choix de cette forme? J'ai déjà posé cette question-là, mais c'est important, parce que ou est-ce que cette rupture est la conséquence du choix idéologique ou religieux dans lequel elles sont tombées? Alors, donc, en fait, c'est compliqué de répondre à votre question parce qu'évidemment, il y a toujours tous ces facteurs. Donc, il y a les facteurs psychologiques, il y a l'idée de rupture avec le milieu familial, avec la société, le fait de ne plus être regardée pour des jeunes filles qui sont peut-être victimes de harcèlement dans l'espace public, dans la rue. Donc, vous voyez, il y a tous ces phénomènes-là, mais effectivement, l'idée de rupture est toujours présente. On veut rompre avec la société que l'on estime injuste, que l'on estime injuste avec les musulmans. Alors, juste pour dire que cette démarche de rupture va se trouver décuplée, à mon avis, aujourd'hui, avec la loi qui est en préparation, et aussi avec toutes ces propositions de loi, avec cette obsession qui revient sur les manifestations visibles de l'islamité. Et je veux vraiment insister sur le fait qu'il y ait rupture ou pas rupture, qu'il y ait sincérité ou pas sincérité, enfin, quelle que soit la démarche de la femme qui a choisi de porter le voile intégral, il faut lui laisser cette espèce d'expression. Et je pense que le fait de l'avoir interdit à ces femmes n'a fait qu'aggraver en fait la détresse dans laquelle elles se trouvaient. Et en fait, pour moi, c'est catastrophique en fait de stigmatiser des femmes et de les contraindre à l'auto-marginalisation. Parce que c'est ça, l'effet de la loi a été de marginaliser des femmes qui avaient choisi certes la rupture volontairement, mais qui ne s'imaginaient pas que la réaction de la population allait être aussi violente et allait les obliger à se retrancher. Alors, il y a aussi un autre problème qu'il faut absolument aborder, c'est l'auto-marginalisation, justement. C'est que beaucoup de ces femmes, au lieu de se dire, bon, voilà, au bout d'un moment, on voit bien que la société est réfractaire,
Donc, soit je pars dans un pays où je pourrais vivre tranquillement, comme en Angleterre ou dans un pays du Maghreb, ou alors, bon, voilà, je trouvais un compromis, je vais porter que le djellab. Donc, et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces femmes se sont dit, si je me fais agresser dans la rue, si je me fais contrôler par des policiers qui vont me manquer de respect devant mes enfants, voilà, c'est que ce sont des épreuves qui viennent de Dieu. Et parce que Dieu m'aime, il m'envoie ce genre d'épreuves. Donc, je dois résister. Et donc, elles ont été dans une effet de spirale, dans un effet pervers. Donc, plus elles se faisaient insulter, plus finalement, elles revendiquaient le droit de le porter. Elles se disaient, voilà, il faut que je m'accroche au niqab parce qu'il ne faut surtout pas que je cède à la pression. Et donc, elles ont commencé à vivre en vase clos. Comme on a vu, c'était surtout des femmes seules. Elles ont commencé à déscolariser leurs enfants de l'école, justement parce qu'elles n'avaient plus le droit, elles avaient peur de l'accompagner à l'école. Et puis, surtout, en fait, elles n'avaient plus le droit de rentrer dans l'école. Et donc, les directrices d'école leur demandaient, par exemple, de demander à un parent d'aller chercher leur enfant. Enfin, voilà, tout ça, c'était compliqué. Donc, elles se sont auto-marginalisées. Elles ont fini par faire l'école à la maison, ne plus jamais sortir. Donc, leurs enfants non plus, ne voyaient plus personne. Donc, c'était juste pour dire, voilà, en fait, l'espèce de séparatisme ou la séparation des musulmans, c'est aussi une des conséquences de ces obsessions législatives qu'ont les gouvernements français successifs. D'accord. Alors, ma dernière question, Agnès de Féau, est la perception dans la communauté musulmane du niqab. Comment les musulmans en général reçoivent cette pratique? Comment est-elle vue? Voilà. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, à part le petit groupe qui se dit salafiste, enfin qui dit suivre le minhaj salafi, à part ce petit groupe minoritaire quand même en France, les autres musulmans, d'après ce que j'ai vu, d'après les musulmans que j'ai pu rencontrer, sont plutôt réfractaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au moment de ma recherche, j'ai voulu aller me renseigner. Donc, j'étais allée, je me souviens, à Deoband en Inde, donc l'école de Deoband, qui est une école théologique qui a donné licence à la Jamaat Tabligh, qui a vraiment été très importante pour tout le sous-continent indien. Donc, j'avais rencontré un des chers fondateurs en fait, de cette école, enfin le petit-fils du cher fondateur, et qui m'avait donné comme avis, il m'avait dit voilà, qu'il était opposé au port du niqab en Occident, dans les pays où l'islam est minoritaire, parce que ça ne faisait que stigmatiser davantage les musulmans. Et j'étais même allée voir le cher Kardawi au Qatar, donc j'avais réussi à voir et je l'ai filmé d'ailleurs, un entretien privé, et je lui ai posé la même question. Et lui, non seulement il ne préconisait pas le niqab, mais il était vraiment même contre, parce qu'il disait, non seulement, bon, évidemment, ça met en danger les femmes qui le portent dans une société hostile, mais en plus, ça ne fait que augmenter l'hostilité des Français ou de la population majoritaire contre l'islam en général et contre les musulmans. Et quand je leur en parlais aux femmes qui portaient le niqab, elles me disaient, ben voilà, mais moi, ça ne m'intéresse pas, ce genre d'avis, moi, je ne les suis pas. Bon, alors évidemment, c'est normal, parce qu'elles appartenaient à un autre courant musulman, mais elles disaient aussi, voilà, moi, je ne veux pas me soumettre à ça. Et surtout, quand je leur disais, mais il y a d'autres personnes qui peuvent se sentir menacées, d'autres musulmanes qui se sentent menacées, parce qu'elles ont l'impression de payer le prix, en fait, de leur bravoure, un peu, hein, de leur résistance. Parce qu'après, évidemment, c'était toutes les musulmanes, même voilées, qui se prenaient des insultes dans la rue. Hein, même des femmes qui portaient le simple djellab, donc sans se voiler le visage, qui étaient insultées dans la rue, parce qu'il y a eu un grand mouvement comme ça, contestataire de la part de la population française. Et là, elle me disait, voilà, ce n'est pas mon problème. Donc, on peut dire, voilà, pour moi, il y a une très grande dissension entre les femmes en niqab et dans une logique de réislamisation, mais qui n'est pas du tout communautaire. Et quand je leur demandais, mais est-ce que vous vous souciez des autres? Elles disaient, non, je ne me soucie pas, c'est mon C'est individualiste, c'est une logique individualiste. Complètement individualiste, oui, tout à fait. Elles sont individualistes, elles sont autocentrées, elles le font pour des raisons personnelles. Et à côté de ça, des femmes, par exemple, on le voit très bien dans certaines mosquées, même qui reçoivent beaucoup de salafistes, comme par exemple la mosquée de Basso Combo à Toulouse, hein, eh bien, où on voit vraiment la mosquée qui est séparée en deux. Hein. Il y a des femmes traditionnelles qui vont porter des voiles colorés, puis les autres qui sont en djellab noir ou alors en niqab blanc. Elles ne se mélangent pas, elles ne s'apprécient pas forcément. Donc, il y a une vraie séparation. Et le problème, alors évidemment, ce n'est pas systématique, hein, il peut y avoir quand même des échanges, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y a une espèce d'incompréhension de part et d'autre. Hein. Est-ce que ça choque? Est-ce que cette pratique choque j'allais dire le musulman lambda, je ne sais pas si cette phrase a un sens, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir qui les insulte en général, qui insulte les femmes en niqab. Donc, en premier,
Donc, ce sont évidemment des non-musulmans. Donc, d'abord, en priorité, les femmes non musulmanes de plus de 50 ans. Donc, j'avais fait un espèce de portrait robot des agresseurs ou des agresseuses de femmes en niqab. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes. Et dernièrement, à la Croix de Chavaux aussi, une femme, c'est une Tunisienne. Elle m'a dit comme ça, elle me dit vous nous dérangez. J'ai dit pardon madame. Si j'ai dit c'est à moi que vous parlez, elle me dit oui, c'est à toi le fantomas là. Mais à chaque fois qu'on sort, les gens ils vous insultent. Ils m'ont craché à la figure. J'ai fait demi-tour chez moi. J'avais même plus envie de sortir. Il y a des fois, je vous avoue, je ne sors pas de chez moi. Je ne sors pas. Mon mari me dit sors un peu. J'ai dit non, je sors pas, j'ai pas envie, j'ai peur. Je me suis déjà fait cracher dessus, je me suis fait agresser. J'ai énormément de copines qui se sont fait taper dessus. J'ai même une fille qui s'est fait agresser à l'arme blanche. De femmes musulmanes qui les prennent à partie, qui disent voilà, vous nous dérangez, vous mettez en péril notre intégration en France, et même des femmes musulmanes qui peuvent porter le simple voile. Et donc, ils vont interpeller les femmes musulmanes en disant voilà, pourquoi tu fais ça en France, tu nous mets en danger, nous on a déjà assez de mal à vivre notre islam et tu ne fais qu'exacerber l'islamophobie à notre égard. Donc oui, effectivement, elles sont aussi assez marginalisées même à l'intérieur de la communauté musulmane. Et d'ailleurs, c'est pour ça que très peu vont à la mosquée. Très peu de femmes en niqab aller à la mosquée. Bon, alors d'abord parce qu'elles ne reconnaissent pas forcément le courant à laquelle appartient la mosquée, mais aussi parce qu'elles vont peut-être être comme ça prises à partie par des femmes qui vont leur reprocher justement de montrer de manière trop ostensible leur rigorisme. En tout cas, moi, tous les chers que j'ai pu rencontrer, que ce soit en France, donc au Qatar, tous les avis que j'ai pu recueillir, les gens disaient voilà, c'est un non-sens de porter le niqab en France. Cela dit, moi, je n'ai jamais donné mon avis là-dessus, contrairement à tous les hommes politiques qui disaient voilà, c'est pas dans l'islam ou des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse d'un point de vue sociologique, en tant que sociologue, c'est de me dire voilà, on a des femmes qui sont nées en France, des Françaises, qui ont besoin de porter le niqab pour X raisons. Donc, j'essaie d'étudier les raisons et ça me paraît très intéressant. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu les entendre parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire sur notre société et sur les problèmes que les femmes subissent dans notre société et qui est complètement passé sous silence. Alors, on va se focaliser sur cette manifestation sans voir que cette manifestation devrait être analysée par les gens qui les critiquent. Très bien, Agnès de Féau. Merci beaucoup pour nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage. Le livre. Oui, voilà. Derrière le niqab. Voilà, mon livre. Et donc, qui est illustré de beaucoup de photos. Donc, j'ai mis… Voilà, on va mettre le lien, ne vous inquiétez pas. On a mis toujours les ouvrages. J'ai essayé vraiment d'avoir des photos de ces femmes. Ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est de leur donner de l'humanité, de ne pas parler à leur place. Bon, évidemment, j'ai essayé d'analyser, c'est moitié-moitié. J'ai fait à la moitié du livre, c'est une analyse, et l'autre moitié, ce sont des portraits de ces femmes pour revenir sur leur subjectivité et ne pas projeter sur elles des fantasmes complètement délirants comme font la majorité des Français. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Agnès de Féau. Cette émission touche à sa fin. Donc, je renvoie les lecteurs à cet ouvrage qui est un ouvrage de référence aujourd'hui. Je crois que c'est le seul ouvrage d'études approfondies sur le sujet, sur la question du niqab. Donc, derrière le niqab aux éditions Armand Collin avec une belle préface d'Olivier Roy. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt sur Mizane TV. Merci.